Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations en première ligne pendant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Ceux qui font, ce sont les acteurs de l'engagement et nous nous en faisons leur porte-voix. Ce podcast valorise donc les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Car ceux qui font, ce sont aussi vous, les citoyens et citoyennes qui veulent agir. Je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice générale de Care News et j'accueille aujourd'hui Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Pour rester chez soi, il faut un chez soi. C'est de logement que nous allons justement parler avec Christophe Robert. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Je sais que vous êtes très occupé avec votre poste de délégué général de la Fondation Abbé Pierre, mais ça me semblait important de prendre le temps de vous poser des questions aujourd'hui, parce que vous avez une actualité qui est assez forte et malheureusement, depuis l'appel de l'hiver 54, j'ai l'impression que vous ne chômez pas, enfin pas vous depuis 54, mais que la Fondation est toujours très active. Alors, on connaît tous normalement l'Abbé Pierre, c'est une figure mythique, mais parfois ce qu'on ne sait pas bien, c'est ce que fait concrètement la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre, elle s'inscrit dans l'histoire du combat mené pendant plus de 60 ans par l'Abbé Pierre. Alors, il a créé tout le mouvement Emmaüs, les communautés, beaucoup d'activités d'hébergement d'urgence, de logements sociaux, d'insertion par l'économique. Et la Fondation, qui, elle, a pour principale mission de recueillir des dons issus de la générosité du public. Donc, vraiment, on a 1 ou 2% de notre budget qui relève de subventions publiques. Le reste, ce sont que des dons, ce qui nous permet d'avoir une action aussi autonome, en liberté, si vous voulez, d'action, mais aussi d'interpellation. Donc, le gros de notre activité, c'est grâce à ces dons, eh bien, construire des solutions de logement pour les personnes les plus pauvres, les accompagner dans leur accès aux droits, créer des lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, des pensions de famille qui relèvent du logement d'insertion, aussi de la solidarité internationale avec des actions qu'on peut mener essentiellement dans le domaine de l'habitat. Bref, toute une palette d'activités que nous menons, nous, directement à la Fondation, ou avec tout un réseau d'associations. C'est à peu près 900 projets par an qu'on finance, qui sont réalisés, portés par 400 à 500 associations. Ça, c'est le volet action. D'accord. Et puis, il y a le volet connaissance, des phénomènes de mal-logement, évaluation des politiques publiques, propositions d'alternatives, qui relèvent aussi de nos statuts, donc de nos missions, pour essayer en quelque sorte, au-delà de l'action, de la réponse concrète aux personnes, d'essayer de faire que les politiques publiques, locales, nationales, évoluent vers davantage de solidarité, davantage de prise en compte des problèmes que rencontrent nos concitoyens en matière de mal-logement. Donc la thématique principale, c'est le logement et l'habitat. Pourquoi est-ce que c'est si... Enfin, c'est une question qui est sans doute bête, mais peut-être moins bête qu'elle en a l'air. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Est-ce qu'en France, c'est comment les problèmes de logement en France ? Non, c'est pas une mauvaise question, au contraire. D'abord parce que la question du logement, elle en détermine beaucoup d'autres. Si on n'a pas de logement, difficile de travailler dans de bonnes conditions. Si on n'a pas de logement, difficile pour les enfants d'avoir une scolarisation de qualité. Et puis, les mauvaises conditions de logement ou l'absence de logement a un impact fort sur la santé, bien sûr, des personnes sans domicile, mais aussi de ceux qui sont logés dans des logements, par exemple, indignes, insalubres, qui peuvent être dangereux pour la santé. Ou alors, on peut aussi évoquer le cas de personnes qui sont, parce que c'est trop cher le logement là où ils travaillent, vont être tenus de s'éloigner de façon très lointaine par rapport à leur lieu de travail pour trouver un logement qui corresponde à leur capacité financière. Et ça aussi, ça a des impacts sur la fatigue, les trajets domicile-travail. Bref, la question du logement, c'est pas qu'un problème de logement, ça a aussi des impacts divers et variés. Et puis, une situation extrêmement tendue sur le front du logement. En ce moment, on a à peu près 4 millions de personnes qui sont mal logées, dont 300 000 personnes sans domicile. Alors, ça ne veut pas forcément dire à la rue. Parmi les personnes sans domicile, il y a des personnes à la rue, mais il y a aussi des personnes hébergées dans des hôtels d'urgence, dans des hébergements d'urgence, des personnes dans des bidonvilles, donc qui vivent dans de très très mauvaises conditions d'habitat. Et ce chiffre de 300 000 personnes sans domicile, il doit nous alerter parce que l'enquête menée par l'INSEE, la dernière en fait menée par l'INSEE sur cette question des personnes sans domicile et sans abri, ça date de 2012. Et ça veut dire que si on est à 300 000 aujourd'hui, on a à peu près doublé le problème. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire pour apporter des solutions dignes à chacun de nos concitoyens en situation de fragilité.
Ceux qui font, c'est un podcast qui est très, j'allais dire éphémère, même si la cause ne l'est pas, parce qu'on parle de la crise, du confinement, de ce que la Covid-19 a eu comme conséquence. Donc on n'a jamais tant parlé finalement d'avoir un logement parce que le confinement, ça suppose quelque part qu'on soit, confiné, chez soi et au premier confinement, on a vu apparaître des articles, peut-être que le mal logement a pris aussi une autre dimension, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un lieu agréable de confinement. Pour vous, c'est quoi l'impact principal de la crise sur cette question du logement? Beaucoup de choses à dire sur cette question. Vous avez raison. D'abord, je crois qu'il y a eu un effet révélateur. Je ne vais pas dire que les associations qui agissent auprès des mal logés, les maires qui essaient de trouver des solutions, l'action sociale dans son ensemble, c'est un phénomène qui est bien connu. Mais c'est vrai que ça a sauté à la figure de tout le monde, notamment avec le mot d'ordre restez chez vous. Alors, si on parle des sans-domicile, rester chez soi, bon, bah, compliqué évidemment, pour les sans-abri en particulier. Mais si on parle de aussi rester chez vous, parce que confinement, crise sanitaire et que chez soi, en fait, le logement est trop petit, mais vraiment trop petit. Hein. Je parle de ce qu'on appelle de surpeuplement accentué au sens de l'INSEE, où votre logement est dangereux pour la santé parce il y a de l'humidité, parce qu'il y a du plomb dans les peintures, parce qu'il y a le plafond qui menace de s'effondrer, parce que etc. On a pu mesurer, je crois, collectivement, un peu comme on a mesuré l'action que menait tout un pan de la population salariale de première ligne pour faire fonctionner nos villes malgré le confinement. Là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des souffrances très fortes, soit liées à l'absence de logement, soit aux mauvaises conditions de logement. Et puis, il y a des conséquences qui sont inhérentes à la crise sanitaire, économique, sociale, très importantes. Alors, on va dire rapidement les choses, mais si vous voulez être à la rue quand il y a un problème sanitaire, c'est un problème énorme. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits pendant le premier confinement, assez importants de la part de la puissance publique, le gouvernement, des collectivités locales, pour mettre le maximum de personnes à l'abri dans des hôtels, dans des centres de vacances. Donc, il y a eu un effort. Mais on voit que nous sommes encore en période de pandémie, de crise sanitaire, et par exemple, chaque soir, dans les grandes villes, en ce moment, 8 personnes sur 10 qui appellent le numéro d'urgence 115 n'ont pas de solution derrière d'hébergement pour le soir venu, si vous voulez. Donc, il y a encore beaucoup de situations extrêmement tendues. Et puis, un autre phénomène qui touche un public un peu différent, c'est la fragilisation financière, qui va avoir des impacts, qui a des impacts sur la capacité à payer son loyer et ses charges, avec deux impacts principaux. On essaye d'arbitrer entre des dépenses toutes indispensables, se loger, se soigner, s'alimenter, et c'est très difficile, évidemment, quand on a une baisse de ressources ou une perte totale de ressources, ou des phénomènes qui nous inquiètent pour les mois à venir, c'est le fait que des personnes n'arrivent pas à payer leur loyer et leurs charges, donc vont se retrouver en situation d'impayé, qui peut conduire à des décisions de justice ordonnant en quelque sorte l'expulsion, et que nous ayons une vraie bombe à retardement pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, avec une accélération très forte des expulsions locatives. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, on demande au gouvernement de mettre en place un fonds d'aide au paiement des loyers pour pouvoir éviter ces catastrophes, c'est-à-dire prévenir, anticiper ces risques majeurs. Oui, surtout, j'imagine à l'approche de l'hiver avec une reprise économique qui est quand même pas, très visible. Enfin, on n'a pas tellement d'horizon, là-dessus. Oui, Le temps oui. file. Est-ce que vous pouvez nous dire si la crise, ce qu'elle a eu comme impact sur votre structure? Est-ce que vous avez vu un élan de solidarité? Est-ce que vous avez dû vous réorganiser? Est-ce qu'au niveau des financements, vous avez vu quelque chose changer? Oui et oui. C'est-à-dire que notre inquiétude était énorme en mars, parce que vous savez, du fait du confinement, la réduction du nombre de bénévoles en capacité d'agir, pour de bonnes raisons, ou de salariés, la réduction des distributions alimentaires, épiceries sociales et autres, fait que on a vraiment eu peur sur la fin de certains de nos concitoyens, qui s'est manifestée très fortement entre mars et avril. Et c'est vrai que on a très vite réagi, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne pouvons agir que grâce aux dons. Donc on a fait un appel à la générosité pour établir un fonds d'urgence Covid, qui nous a permis d'apporter des tickets services pour que les personnes puissent elles-mêmes, en autonomie avec ces tickets, aller acheter à manger ou des produits d'hygiène, du lait pour les gamins, des couches pour les bébés. Donc on a pu être assez réactifs, aussi pour distribuer des kits d'hygiène, aider les personnes à se mettre à l'abri dans des hôtels, ou renforcer les maraudes associatives pour aller au devant des personnes. Donc on a beaucoup agi dans l'urgence, en plus de l'action que l'on mène habituellement, dont je parlais tout à l'heure, l'accès durable au logement, la rénovation des logements, la création de nouveaux lieux d'insertion, etc.
Et là, à cette occasion-là, alors qu'il y avait des besoins immenses et que donc la fondation était très mobilisée, toutes les équipes, on a eu un élan de générosité hyper touchant. C'est-à-dire que on sentait dans les personnes qui nous appelaient, les donateurs modestes ou plus riches, ou les entreprises, ou les personnalités qui voulaient soutenir, que beaucoup de nos concitoyens, en fait, avaient pris la mesure de la violence que constitue cette crise sanitaire, le confinement, et de chez eux se disaient mais comment on peut aider? Et je crois qu'il y a eu beaucoup de solidarité vis-à-vis des associations. En tout cas, nous, à la Fondation, on l'a reçu avec énormément de joie, en fait. C'est-à-dire, ça nous a donné des ailes, ça nous a dit, c'est bien là qu'il y a des besoins, d'une part parce que du terrain remontait ces besoins, mais aussi, il y a dans ce pays beaucoup de gens qui se mobilisent et qui sont prêts à tendre la main, à aider à ce que les choses puissent changer. Et ça, c'est un élan incroyable. Au-delà de la question financière qui permet d'agir et qui est déterminante, c'est aussi des actes de solidarité qu'il faut vraiment souligner très fortement, parce que souvent on est dans une analyse un peu tristounette en ce moment, et c'est vrai, pour la jeunesse c'est dur, pour tous ceux qui perdent leur emploi ou qui ont peur de le perdre, la peur aussi du virus, tout cela. Et puis là, voir se manifester cette générosité, cette fraternité, franchement, ça fait chaud au cœur. Et justement, parce que le but de ceux qui font, c'est une tribune qu'on est heureux d'avoir mis en place avec CareNews. Là, concrètement, donc il y a des dons, j'imagine, mais tout le monde n'a pas les moyens, la possibilité. Qu'est-ce qui peut vous aider là, concrètement, la Fondation Abbé Pierre, vous avez besoin de quoi? Évidemment des dons, parce que toute l'action qu'on mène directement ou avec toutes les associations qu'on soutient, c'est grâce à ces dons. Il n'y a pas d'autres ressources. Donc c'est vraiment le don, même des petits dons. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Je crois que manifester sa disponibilité ou sa volonté d'aider par le bénévolat, évidemment. Ça peut être dans les lieux d'accueil de jour pour les personnes sans domicile, ça peut être dans des lieux d'accès aux droits ou d'autres associations sur la question des maraudes, Emmaüs Solidarité, bref. Si c'est pas par le don, ça peut être par le bénévolat, mais ça peut être aussi dans le débat public, si vous voulez, parce que l'idée là des deux jambes sur lesquelles fonctionne la Fondation, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle agit d'abord, mais aussi elle essaye de faire changer les politiques locales et nationales pour plus de réponses sociales, pour plus de main tendue, ça c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, parce qu'on va relayer des messages dans ce sens-là sur les réseaux sociaux, parce qu'on va écrire à son maire pour lui dire qu'on souhaite plus de politique sociale, parce qu'au moment de mettre un bulletin dans l'urne, eh bien on regarde qu'est-ce qui est proposé sur la question sociale, la question écologique avant de faire son choix. Bref, de la politique au sens, j'allais dire, positive, de dire ce que nous voulons que ce pays soit, ou dans sa ville, ou dans son quartier, contributif, et exiger aussi de ceux qui nous représentent qu'il y ait des politiques plus solidaires et plus fraternelles. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de moyens de pouvoir contribuer à cet effort de solidarité et prolonger ce juste combat qu'a mené l'abbé Pierre pendant 60 ans. Voilà, donc là, presque 70 ans après, donc donner un peu d'argent, même un tout petit peu, donner de son temps, et surtout faire entendre sa voix et utiliser toutes les ressources qu'on a. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est chacun notre propre porte-voix et celui des causes qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, on vous invite à relayer tous les messages de la Fondation Abbé Pierre. Christophe Robert, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Bon courage à vous et à toute la Fondation pour l'hiver qui s'annonce particulier et difficile. Je confirme, mais on sera là. En tout cas, merci pour votre attention. Merci de votre écoute et de votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.